de ce magazine Le Thermomètre de la RDC. Émission durant laquelle nous allons décrypter les sujets d'actualité du moment. Et pour vous, les sujets qui sont l'entrée en fonction du gouvernement Ilukamba. Le deuxième sujet, ça sera la gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques de la capitale. Et ensuite, nous parlerons d'un sujet qui est international, mais qui nous touche. Et cela, c'est la xénophobie en République sud-africaine. Et voilà, pour vous, nous allons recevoir trois invités. Nous avons Maître Richard Bondo, qui est changementaliste. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Ensuite, nous avons Madame Angèle Makombo, qui est présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC en sigle. Bonjour Madame. Bonjour Madame Lila. Et pour finir, à ma droite, nous avons Monsieur Norbert Yamba Yamba, qui est panafricaniste et cadre de l'UDPS. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, par rapport au premier sujet qui est l'entrée du gouvernement Ilukamba, nous allons poser la première question. C'est de savoir, Monsieur Bondo, qu'avez-vous retenu du discours du Premier ministre Ilukamba? En d'autres termes, quelle est la vision de ce gouvernement? Merci beaucoup de la question, Madame Lila. Ce gouvernement était très attendu. Mais ce qui m'a émerveillé, c'est la qualité d'abord du Premier ministre. Sa forte personnalité, son charisme, son expérience. Voilà. Et puis, son discours. Oui, justement, ce discours-là. Ce discours m'a captivé par l'appel à l'union sacrée de la nation congolaise. C'est-à-dire, le professeur Ilunga Ilunkamba dit: nous devons gouverner, eux et nous. Nous sommes au pouvoir, mais nous ne pouvons pas gouverner la RDC sans toutes les énergies, qu'elles viennent de l'opposition, qu'elles viennent de la majorité parlementaire. La nation congolaise est plus forte que nous tous. Alors, fédérons nos efforts dans l'intérêt supérieur du peuple congolais en formant ce qu'il a appelé l'union sacrée de la nation congolaise. En quelque sorte, une cohésion nationale. C'est la cohésion nationale. Toutes les forces se retrouvent. Oui, c'est la cohésion nationale. Pourquoi, madame? Parce que lorsque je suivais hier ou avant-hier l'adresse du chef de l'État à la nation, il commence son adresse par le Congo sort d'une crise profonde. Cette crise institutionnelle et en cette période de crise profonde, une crise qui a fragilisé l'unité nationale, qui a mis en mal l'intégrité de notre territoire, le professeur Ilunga Ilunkamba s'est rappelé que l'article 66 de la Constitution invite chaque Congolais à entretenir des rapports de courtoisie, de fraternité, de solidarité nationale avec ses compatriotes. Et madame, vous êtes du même Et avis? c'est pour cela qu'il dit, nous sommes de la majorité parlementaire, nous exerçons nos pouvoirs, mais nous ne pouvons pas l'exercer seuls, sans tenir compte de l'opposition. Venez, on travaille ensemble. Vos positions pourront nous faire rectifier le tir, afin que le gagnant soit le Congo. Oui, cette opposition qui continue toujours à dire que le pouvoir est illégitime. Alors, on va faire appel toujours à cette opposition-là, d'après vous? Non, moi je crois que, vous savez,
il y a ce qu'on appelle l'apologie du lampadaire. Mais un économiste français, Jean-Pierre Fitoussi, a écrit un livre très intéressant. Et je pense que si ceux qui remettent en cause le pouvoir actuel peuvent comprendre le message de ce livre de Jean-Pierre Fitoussi, un économiste français, professeur d'université, vous le leur recommandez. Je leur recommande ça. Voilà. Pourquoi? Parce que le théorème du lampadaire, tel qu'expliqué par cet éminent professeur, voudrait simplement dire que lorsque quelqu'un a perdu son bien, qui serait tombé dans du sable la nuit, il va en dessous du lampadaire pour rechercher ça. Dans ma langue, le Tchoulouba, on dit l'aiguille qui est tombée dans du sable. Mais pour la repérer, il faut de la lampe, il faut de la lumière. Or, pareille démarche est impossible. Donc, ceux qui crient à l'illégitimité du gouvernement actuel, c'est des gens qui sont d'une autre planète. Je dirais, Voilà. passez-moi l'expression, Oui. qui viendrait d'une autre planète, parce que la vérité aujourd'hui, c'est que nous avons un pouvoir, un visage humain. Nous avons un président de la République pas extraordinaire, pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais un président de la République normal. Okay. Voilà pourquoi je dis, avec un président normal, un président qui est même dans l'intimité ou la proximité avec le peuple, tout le monde l'appelle Fachi. Voilà, donc à cela, je donc jusqu'à l'appeler par son petit nom, et tout le monde en raffole. Voilà pourquoi je dis, on a compris. Il ne faudrait pas que les gens continuent de rêver. Voilà. Par exemple, dire que ce gouvernement ou ce pouvoir est illégitime, alors que le pays avance. Voilà. Et nous avons des preuves que le pays avance. Dans ce discours, le Premier ministre a évoqué des priorités. Voilà, il a évoqué des priorités, mais des gens estiment qu'il est un peu à côté de la plaque parce qu'il n'a pas mis l'homme au centre de ce discours-là, de ces priorités-là. Vous êtes de cet avis? Non, moi je dirais que, bon, j'ai apprécié, comme dit l'a dit Maître, cet appel à l'unité. Un leader, c'est ce qu'il fait, il rassemble. Bon, j'ai aimé aussi le fait qu'il ait mis l'accent sur le fait, l'importance pour chaque Congolais d'être le changement qu'il exige. Ça me rappelle le mot célèbre de Obama lors de sa campagne de 2008, « Be the change you want to see in the world ». Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Oui. Et Gandhi avait eu aussi ce genre de discours. Donc j'ai apprécié. Bon, et les priorités, non, parce que quand il liste justement les différents piliers, je crois qu'il y en a 15. Oui, 15 piliers, oui. On comprend bien que l'homme est au centre de ses préoccupations. Mais moi, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'aurais souhaité, après avoir énoncé ces piliers, qu'ils soient un peu plus spécifiques. Oui. On l'a dit, on a dit que c'était un peu trop théorique, qu'ils disent quelles sont les actions qu'il va mener pour justement réaliser voilà, l'édification de ces piliers. Bon, il nous a dit que les actions vont suivre, il a dit que c'est juste des orientations, mais que les plans d'action vont suivre. Et c'est absolument important parce que le Congolais est dans l'attente. Le Congolais a soif de ce changement et a soif de le voir réalisé. Je pense au mot du secrétaire général des Nations Unies, de passage ici, qui dit « il y a un vent d'espoir qu'il sent dans ce pays ». Évidemment, il y a un vent d'espoir et le Premier ministre, je suis sûr qu'il est conscient de ça, qu'une vision, la vision qu'il nous a comme ça dessinée est importante, mais une vision sans action demeure un rêve. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis impatiente de voir ces plans d'action bien définis.
Et ça ne vous étonnera pas aussi que je tienne à souligner le fait que je suis heureuse de voir que les femmes dans ce gouvernement, pour une fois, sont valablement représentées. Exactement, ont des postes régaliens. C'est bien la première fois qu'on a une femme vice-premier ministre, et en plus de quel ministère? Le plan, c'est pas n'importe quel ministère. C'est la deuxième fois seulement depuis l'indépendance qu'on a une femme ministre des Affaires étrangères, en plus au niveau du ministre d'État. C'est la première fois que le ministère du genre passe de simple ministère à un ministère d'État. C'est la première fois sur le plan social qu'on a un ministère délégué aux affaires sociales, mais en charge des personnes vulnérables. Donc, on voit des changements forts. On sent une volonté réellement d'assouvir les attentes du peuple congolais. Donc, par là, je veux dire que moi, j'ai eu à le dire ailleurs, sur d'autres plateaux de télévision, le gouvernement Ilunga Ilukamba a une obligation de résultat. Il n'a pas droit à l'erreur. Et pour ne pas avoir droit à l'erreur, pour remplir ses obligations, il faut qu'il définisse comme ça en dehors des priorités, mais les moments où on va faire une évaluation, voilà, est-ce que ça sera tous les mois, est-ce que ça sera tous les 2 mois, etc. Et rendre compte au peuple congolais. La redevabilité est absolument essentielle. Et pour vous, M. Norbert Yamba, comment est-ce que ce gouvernement peut arriver à mettre en œuvre ces 15 piliers? Merci beaucoup. Je crois que lorsqu'on veut monter un escalier et que vous avez tenté d'utiliser une échelle, quand on n'y arrive pas, il faut savoir changer l'échelle. Ça vous permettra véritablement de monter l'escalier. Première chose que j'ai notée, c'est que il y a eu un effort qui a été fait pour changer les hommes et les femmes, de manière à avoir de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Vous pensez que ces personnes-là rassurent? On le verra. Madame vous l'a dit. Oui, justement, parce que quelque chose de nouveau fait toujours peur, hein, vous savez. Non, mais il faut tenter. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas qu'elle est difficile. Il faut tenter, il faut savoir oser. Et je crois que la perspective pour tous les Congolais, c'est de voir des hommes et des femmes qui s'investissent sérieusement. Parce qu'en réalité, on a connu des générations polluées, en fait. Beaucoup de générations ont été brûlées, en fait. Et n'ont pas prouvé de quoi ils sont capables pour relever les défis. Et le vrai défi aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Donc, comme tous les 2 collègues, les 2 co-débatteurs l'ont dit, c'est un programme. Mais attention, le programme est un support technique qui constitue une boussole pour un gouvernement. C'est très important. Il faut y mettre véritablement des ingrédients techniques pour qu'ils soient véritablement au service, n'est-ce pas, de la population. Certes, 15 piliers, ça c'est évident, et ces piliers... C'est énorme, hein? Ces piliers, oui, mais le pays est grand. Est-ce qu'il faudra 5 ans pour mettre en œuvre ces 15 piliers à réussir? Non, mais tous ces piliers sont permanents, sont récurrents, toute la vie. Toute la vie. Et donc, il y a 5 ans, on essaie de déterminer véritablement les échéances, on détermine la dose, on détermine les actions qu'il faut réaliser. Comme Madame a dit, il faudra lorsqu'on aura un autre 5 ans, il y aura d'autres personnes qui, effectivement, vont partir de là où on est arrivé jusqu'à continuer. C'est très important. Mais alors, pour éviter la confusion, on demande à ce que, lorsqu'on a un programme comme celui-là, il faut savoir déterminer les actions, il faut savoir déterminer les échéances, il faut savoir déterminer le budget, il faut savoir déterminer également les indicateurs de vérification. Je m'excuse beaucoup. Les indicateurs de vérification. C'est dans le temps et dans l'espace. Lorsque je suis, par exemple, premier pilier, je prends un exemple tout simple. On va vérifier quoi? La faisabilité sur le terrain. Attention, c'est comme ça que le pays est foutu à la merde. Le pays est foutu à la merde parce qu'on confond parler français et avoir la technicité pour faire la chose. Il y a trop de politique et de technique. Or, il faut avoir plus de technique que de politique. Voilà. Et on peut combiner. La meilleure façon aurait pu être de technico-politique. C'est très important. Alors maintenant, lorsque on est dans une situation où quelqu'un assume les droits humains aujourd'hui,
Demain, on les change, par exemple, à l'agriculture. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a prévu en droits humains. On ne sait pas ce qu'il a réalisé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire véritablement en agriculture. Et on est resté dans ces flous artistiques. Il faut sortir de cet écosystème politique pour que les choses soient très claires. Et, madame, vous l'avez dit, vous avez entendu, lorsque le gouvernement va se mettre en route, et je crois que chaque ministre aura déposé sa lettre de mission, qui constituera pour lui un contrat de performance. Moi, j'entre, voilà ce que j'ai trouvé comme diagnostic, voilà ce que moi j'attends faire au regard véritablement de la vision qui a été donnée par le Premier ministre. En ayant tel délai, voilà mon chronogramme, voilà le montant qu'il faut. Et il se démène pour qu'il mobilise cet argent de manière à pouvoir réaliser les choses. Si dans l'hypothèse où les choses ne seront pas claires en termes de quantification et de qualification, à ce moment-là, on va aller dans un flou artistique et plus personne ne saura qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pas fait. Je voudrais également, et là je vais terminer. Vous savez, c'est pas normal aujourd'hui de croire que lorsqu'on a donné un programme dans un gouvernement et que tout de suite la situation va changer. Attention. Lorsque vous lisez la constitution de notre pays, c'est très clair qu'il y a 3 niveaux, 3 paliers de gouvernance. Il y a l'échelle nationale, l'échelle provinciale et l'échelle locale. Locale, j'allais dire, les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Chaque entité, par rapport à cette échelle, a une personnalité juridique. Et la personnalité juridique pousse à toutes ces entités d'avoir un programme, d'avoir un budget, d'avoir la capacité de poser des actions susceptibles de produire des effets de droit. Alors, si on a un gouvernement qui a un programme, fut-il utile, si au niveau des provinces, il n'y a pas de gouvernements qui produisent des programmes cohérents, parce que, croyez-moi, le Rwanda, entre pour le Congo, c'est 100 fois, et pourtant c'est un pays. C'est 26 000 km². Luxembourg, c'est 120 fois. Et donc, si nos provinces, qui sont considérées comme des pays, on retrouve des hommes et des femmes qui n'ont pas le cœur dans l'ouvrage, des hommes et des femmes qui n'ont pas un programme cohérent, des hommes et des femmes qui n'ont pas un devoir de redevabilité, à différents niveaux, jusqu'au niveau des chefferies et des secteurs. Je vous dis, le président de la République ne sera pas Bafwa Sende, ne sera pas Kasumba Lessa, mais ce sont des hommes qui vont travailler là-bas. Ouais. Et là, à chaque niveau d'atterrissage, il faut qu'on ait la même vocation, la même vision, et que le Premier ministre joue véritablement un bon manager qui draine tout le monde autour de cette idée. Et ça me pousse à vous poser, à vous trois, une question, parce que le pilier 4 nous parle de la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Alors à vous trois, je pose la question de savoir, est-il possible d'atteindre ces objectifs-là sans mettre fin à l'impunité qui a, il faut le dire, élu domicile dans nos institutions? Je vais répondre, non, évidemment, ça va de pair. Si l'impunité est devenue, comme l'a qualifié notamment M. Luzolo Bambi, ancien conseiller spécial du président sortant en matière de lutte contre la corruption, il a qualifié la corruption lors d'un exposé au Conseil économique et social de cancer qui a fait des métastases. Eh bien, pourquoi on est arrivé à ce niveau-là? Parce qu'il y a l'impunité. Le jour où les pouvoirs publics vont vraiment faire preuve de volonté politique pour frapper là où ça fait mal, pour sanctionner ceux qui sont pris la main dans le sac, ceux qui, comme ça, ne respectent pas la chose publique, qui n'ont pas le sens de l'intérêt général. Ce jour-là, vous verrez que la grande corruption, elle va aller en s'amenuisant. La petite, et c'est là où je dis volonté politique. Et c'est là où moi, personnellement, en tant que citoyenne de ce pays, j'ai beaucoup aimé le discours volontariste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de dire que c'est sa priorité. Mais nous, en tant que citoyens, nous devons exercer ce contrôle citoyen-là et nous disons familièrement, nous attendons notre président au tournant pour voir si réellement il va frapper fort. Mais quant à la petite corruption, elle dépend vraiment de la diminution de la pauvreté. Là encore, c'est une priorité du chef de l'État et ça, c'est un travail vraiment de très longue haleine. Je trouve de plus longue haleine que combattre la grande corruption. La grande corruption,
nous savons d'où elle vient. Nous savons, et il y a même des enquêtes qui ont été faites. On pourra me dire, ah non, c'était pas vraiment la corruption, mais c'est une forme de corruption. Ce qui s'est passé au FPI, hein, des gens qui ont emprunté de l'argent, qui remboursent pas, et puis qui donnent des dessous de table pour qu'on leur réclame pas ces prêts. Donc la grande corruption avec volonté, ciblage, sanction, on peut facilement réduire. Peut-être pas éradiquer, mais réduire. Mais la petite, elle dépend de la baisse de la pauvreté, hein, payer mieux les gens, les fonctionnaires, les roulages que nous voyons ici, etc. Donc, mais au départ, c'est une volonté politique qui sera déterminante. Je suis certes du même avis, mais moi je vois des choses autrement, avec l'œil du juriste. Voilà. Pratiquant, je crois que nous avons trois pouvoirs. Changementaliste. Oui, nous avons trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, qui est dualiste, le président de la République, le gouvernement. Il y a le législatif. Pour produire les textes à appliquer, mais il y a le pouvoir judiciaire qui veille à l'application des textes, qui poursuit les infractions, qui doit contribuer à l'éradication de l'impunité. Ce n'est pas le président de la République qui sera procureur, bien que magistrat suprême, mais le procureur, lui a le devoir, avec tous les pouvoirs exorbitants que lui donne la Constitution et les lois de la République, le procureur est capable de dépister tous les criminels pour les traduire en justice et que les juges, comme magistrats, disent le droit. Là où je sais qu'à l'article 17 de la Constitution, on dit attention à la présomption d'innocence, certes. Mais lorsqu'on va juger et qu'on trouve que la personne doit être condamnée, il faut la condamner. Il ne faut pas suivre ce que le professeur Gambé m'a appelé la yayate, c'est-à-dire l'ondekoya. La yayate, hein? ça j'aime bien. Oui, l'ondekoya, oh non, attention, trafic d'influence, ceci va dire, attention, il est proche d'eux. Non, ici c'est la loi, parce que dans un état de droit, comme prôné à l'article 1er de la Constitution de la République, c'est l'homme le plus fort, ou non, l'institution la plus puissante s'appelle la Constitution, ou la loi. Tout le monde doit être soumis à la loi. La force à la loi et non la loi de la force. Lorsque on arrivera à atteindre cette étape, surtout au niveau du pouvoir judiciaire, et c'est pour cela que moi, je suis d'avis. Je combats le raccordement frauduleux qui est tenté au niveau du bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour induire le président de la République en erreur. Avant que le président ne nomme les magistrats responsables de haute juridiction, je crois qu'il faut au préalable la tenue de l'Assemblée générale de la magistrature. Là, c'est un sujet que vous me donnez pour les prochaines émissions. Oui, oui, mais je voudrais dire qu'il y a une démarche spécieuse, mais tout à fait scélérate, entreprise aujourd'hui par le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, pour demander au chef de l'État de nommer des gens à des postes. Non, il faut que ça soit une résolution ou des résolutions de l'Assemblée générale de la magistrature. Voilà, pour éviter ceux qui sont là, qui aujourd'hui sont les vrais fossoyeurs de la justice et qui peuvent eux-mêmes faire enjamber leurs amis, leurs parents pour être des hauts magistrats, mais des hauts magistrats sans panache, et le peuple restera toujours pleurnicheur. Monsieur Norbert, tout à l'heure, madame a parlé de la petite corruption. Hein?
Et elle a dit que pour y mettre fin, il fallait que cela vienne d'abord d'en haut. Hein, madame, je vous paraphrase. Hein, voilà. Mais là, c'est parce qu'on se dit que le social de ce pays est en train vraiment de sombrer. Et c'est pour ça que maintenant, tout le monde trouve normal le fait de voler, le fait de faire ceci, cela. Alors moi, je me demande, je vous pose la question, le social du peuple, c'est une question perpendiculaire. Ça veut dire qu'elle touche plusieurs secteurs. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un simple slogan dans la mesure où le budget de l'État n'y réserve pas grand-chose? Bon, le budget, c'est la volonté gouvernementale exprimée en chiffres pour... desservir des qualités à la population. C'est vrai que la pauvreté chez nous est en proportion de 71%. Pauvreté relative en fait. Mais lorsqu'on regarde d'autres enquêtes parallèles, ça montre que nous sommes même à 90% de pauvreté. C'est très important. Et donc, la petite corruption devient une profession pour tout et chacun de survivre, etc. Il faut donc combattre cela. Mais il y a une éducation silentielle entre la grande corruption et la petite corruption. Simplement parce que dans la grande corruption, il y a ponctionnement des ressources de l'État. Il y a des gens qui vous prennent des millions, des millions, des millions. Au point où, lorsqu'il faut desservir de l'eau, on ne peut pas le faire, simplement parce qu'il y a des gens qui, véritablement, privatisent les ressources de l'État. Mais est-ce que le budget va suivre? C'est ça ma question. Alors, c'est justement le budget en fonction, véritablement, de cette lutte, et les co-débatteurs ont décidé de montrer que le budget, c'est la mobilisation de ressources, et on exprime les dépenses et les entrées. Et si, dans l'hypothèse, on combat la corruption, en fait, et je crois qu'il y aura des rentrées. Madame nous a parlé de M. Luzolo, qui a été conseiller spécial du président, qui lui disait qu'à l'analyse des faits à sa disposition, 15 milliards sont volatilisés chaque année. Le panel que j'ai dit a assisté à Accra sur l'avenir de l'Afrique. Et ce panel a confirmé que lorsque, au Congo, on diminue la corruption en proportion de 30%, et donc l'année suivante, on peut aller à 55 milliards de dollars. Aujourd'hui, la moyenne, c'est de 4 à 6 milliards. Vous voyez, c'est gravissime. Et donc, si cette corruption, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre lui disait que lorsqu'on fait la bancarisation, il y a possibilité de drainer 20 milliards de dollars. Tous ces éléments faisant commune montrent très clairement que lorsqu'on arrête la corruption, encore qu'il faut, que notre peuple nous suive. L'impression que j'ai, c'est que bon, quand il y a telle personne ou telle personne qui prend l'argent ou qui vole l'État, la tendance c'est même le président de la République. Attention, attention, attention. Oui, j'ai fait une démonstration ici pour dire que nous sommes gouvernés à 3 niveaux. Et chaque niveau, on a au moins un président d'une républiquette qui fonctionne avec un budget, avec un programme, avec pas de l'argent, des moyens. Le plus petit président, bien entendu, on ne voit pas, on voit toujours le sommet. Je prends le territoire de l'homme, mais là c'est comme Kagame au Rwanda. Donc c'est 26 000 km², et le Rwanda c'est 26 000 km². Donc nous sommes dans un pays, un méga pays, etc., et qui nécessite véritablement qu'il y ait une volonté très volontariste. Aujourd'hui, l'Afrique, lorsqu'on fait le bilan, il y a 5 régions. Et dans 5 régions, il y a l'Afrique centrale. La locomotive en Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa, qui n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous prenez par exemple la locomotive en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, 581 milliards. Lorsque vous prenez la locomotive en Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie, c'est 287. Vous prenez en Afrique du Sud, en Afrique austale, c'est l'Afrique du Sud, 390 à 400 milliards. Vous voyez, et nous sommes la locomotive, c'est nous qui devons drainer véritablement tous les pays satellitaires en Afrique centrale, nous n'avons que 40 milliards. Tout simplement parce que, effectivement, la corruption, on en a fait la corruption une profession. Alors maintenant, il ne faut pas simplement laisser la responsabilité au président de la République, encore que lui, il est le meneur, il est le catalyseur, et il doit pouvoir susciter l'intérêt et mettre en place un système de surveillance mutuelle. Mais il faut également que toutes les structures de dissuasion qui ont été mises en place, quelqu'un l'a survolé. Que fait l'inspection générale de finances? Que fait la Cour des comptes? Que fait l'Assemblée nationale? Que fait le Sénat? À différents niveaux, vous avez les assemblées provinciales. Est-ce que moi j'étais dans une province, je viens d'ailleurs il n'y a pas 3 jours, je pose la question, combien d'argent vous recevez de Kinshasa? Le député ne connaît pas. Combien d'argent vous envoyez au niveau par exemple des communes? Le député ne connaît pas. Et je pars discuter avec le questeur.
Quel est le montant que vous avez mobilisé depuis que vous êtes là jusque pendant ces 6-7 mois? Il ne connaît pas. Vous voyez, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises avec les membres du gouvernement? Il ne connaît pas. Alors, lorsque vous êtes dans une société comme ça, où on fonctionne dans un écosystème de politique de pourriture intrinsèque, excusez-moi, je pose la question. Si ces personnes ne savent pas répondre à vos questions, c'est que quelque part on se dit, est-ce qu'il y a les personnes qui sont à ces places, qui occupent ces fonctions, c'est juste de la méritocratie, c'est quoi? Elles sont vraiment capables d'assumer ces fonctions-là. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a trop de politique, il n'y a pas de technique. Voilà. Et donc nous devons avoir des managers à ces différents niveaux d'atterrissage, des hommes et des femmes qui ont une expérience grandissante dans la gestion des ressources de l'État. Il n'y a pas que ça, parce qu'en fait aujourd'hui la tendance c'est la cueillette. On va avoir un peu d'argent là-bas et puis on est en... Donc selon vous, le budget, parce que la question était de savoir si le budget, avec le budget qui est adopté, est-ce que c'est possible? Oui, mais écoute, même c'est une volonté très volontariste d'aller progressivement, évolutivement et graduellement. Le budget est là, mais la mobilisation. Moi, je prends l'exemple de service de communication, télécommunication, en fait. On a prévu ça. Non, je termine par là. On a prévu, par exemple, pour un exercice 2019, 106 milliards de francs congolais. Et le premier mois avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, etc., on est allé au-delà de 126 milliards pour un premier mois. Et pourtant, c'était entendu 106 milliards. C'est que très clairement, il y a de l'argent caché, volatilisé. Et si on met en place, c'est pas des mécanismes de surveillance mutuelle et que toutes les structures de dissuasion se mettent en branle pour traquer quiconque qui véritablement deviendrait un criminel au couloir la cravate, je pense que ça va diminuer la dose de ce qui représente la corruption de notre pays. Madame Lila, juste un petit mot pour rebondir sur ce que M. Norbert a dit. Moi, je faisais un article il y a 2-3 ans sur l'université. J'ai juste posé la question, combien d'étudiants y a-t-il à l'UNIKIN? Vous savez ce qu'on m'a répondu? On ne sait pas. C'est pas normal. On ne le dit pas parce que si on sait le nombre d'étudiants, on sait combien l'argent entre. On parle d'étudiants et c'est une bonne chose puisque nous allons aborder le deuxième sujet qui est la gratuité dans les écoles publiques. Bonne transition. Une très bonne transition que vous m'avez donnée même dans l'éducation des bases. Voilà. Donc le chef d'État, c'est qu'il a voulu et c'est ainsi. Et l'on doit remarquer que les écoles inscrivent gratuitement et de la première année, de la maternelle jusqu'en 8e, les élèves étudient gratuitement. Bon, ça, on l'a remarqué encore maintenant sur le terrain, mais est-ce que c'est vraiment une réalité? Moi, je dirais oui, même si il y a des couacs par-ci, par-là. Moi, en tout cas, j'ai rencontré pas mal de gens à la base qui sont heureux en disant oui, je n'ai pas payé, ou disent oui, j'avais payé, mais j'ai récupéré mon argent. Donc, c'est une réalité. Mais une réalité qui, parce que le problème était énorme évidemment, qui se bute à quelques difficultés. Parce que maintenant que les gens entendent gratuité, beaucoup se versent vers les écoles publiques. Voilà. En dernière minute, les écoles sont débordées, oui. Voilà, et ça crée quelques difficultés. Mais je dirais, j'appuierais le chef de l'État en la matière quand il disait de la patience pour que le système se mette en place et que d'ici l'année prochaine, ça ira mieux. Mais moi, je voudrais insister sur le fait, et je pense qu'il en est conscient aussi, et que ça sera la prochaine phase, après cette gratuité qui deviendra une réalité, s'attacher vraiment à améliorer le contenu de l'enseignement. Voilà. Ça, parce qu'on se demande si c'est pas Maître Bondo, n'est-ce pas juste une velléité politicienne? Est-ce que vraiment ça sera effectif sur terrain? Est-ce que les parents dont les frais ont été remboursés ne vont pas regretter par après? Et par cela aussi, nous attaquons la qualité aussi de l'enseignement. Est-ce que ça va suivre? Très bonne question. Est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'on aura des résultats? Je pars des prémices de Norbert et de Madame Makombo. C'est la volonté. Ce mot revient beaucoup dans vos bouches. Oui. Volonté. La volonté politique. Mais au-delà de la volonté politique, c'est-à-dire celle des dirigeants, il y a la volonté référendaire à travers la Constitution de la République, qui impose cet enseignement gratuit. Et
Le président de la République, vous dites, c'est son idée, il l'avait lancée à l'occasion du discours d'investiture. Mais prenez le serment du président de la République. Le dernier engagement, selon l'article 74 de la Constitution, c'est que lui, en tant que chef de l'État, il jure de se comporter en fidèle serviteur du peuple, loyal et fidèle serviteur du peuple, dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. Ceci revient à dire, Madame vous a donné l'exemple. La majorité des parents disent, nous saluons ça parce que moi j'avais déjà payé, mais on m'a restitué l'argent. Et je suis content que mes enfants aillent à l'école et que je ne paye rien. Ça veut dire que le nouveau pouvoir a la volonté d'être au service du peuple. Et parce qu'on est au service du peuple, on affirme sa légitimité. Et ce qu'il faut maintenant, c'est réussir le résultat. Mais pour arriver au résultat, le gouvernement aussi a une obligation de moyens à travers le budget que l'Assemblée nationale va adopter. Bien sûr, le gouvernement viendra avec un projet, mais le projet qui le sanctionne, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons des députés qui ont la conscience? Parce que le philosophe Hegel, parlant du pouvoir, il insiste sur le fait que la légitimité populaire, non, la souveraineté populaire, n'existerait que si le pouvoir est confié aux dirigeants conscients de leur charge. Et parce que j'aime beaucoup Auguste Comte, dans le système de politique positive, il dit « Nul n'a d'autre droit que de remplir son devoir ». Il faut que nos députés sachent remplir ce devoir. Parce qu'il y a des députés, lorsqu'on va leur amener les budgets, les projets là, parce que ça arrive en termes de syllabus. Il y en a qui sont incapables de terminer un premier fascicule. Alors voilà la qualité des députés qu'on a. Et à travers cette qualité-là, nous pouvons aussi avoir un budget de... Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons, paraît-il. Oui, oui, voilà un peu le désastre. Bah justement, le désastre. Et M. Norbert, les écoles, jusque-là, je ne sais pas si vous le savez, n'ont reçu aucune subvention pour fonctionner. Jusque-là. Ah, moi, je connais deux qui nous ont affirmé nous avons reçu une bonne partie. Voilà, et maître, ça c'est... Oui, moi je voudrais savoir comment ces écoles-là qui n'ont pas reçu, madame parle peut-être d'une minorité, mais la majorité jusque-là n'a reçu aucune subvention pour fonctionner. Comment doit-elle s'y prendre? Nous avons dit, et quand j'ai commencé ici, j'ai dit, quand on veut monter sur une échelle, vous n'avez pas de résultat, changez d'échelle. Mais il faut avoir le courage de changer l'échelle. Si on ne change pas, alors c'est dramatique. Quand on commence par quelque chose, on ne commencera jamais. Mais il faut tenter de nouvelles expériences. Il faut tout tenter de nouvelles façons. Donc petit à petit, attendre. Ma crainte, c'est que la classe politique est dans un débat de quartier. Et pourtant, nous sommes en train de vouloir avancer dans un débat de prospérité. Lorsque le président de la République prend la responsabilité de se conformer à la Constitution, qu'on venait de dire mon frère Richard Bondo, c'est une question de conformité à la Constitution. Maintenant, il faut y mettre des ingrédients pour voir à quelle proportion nous pouvons être capables. C'est cela. Parce que cette gratuité a commencé à se passer seulement aujourd'hui. C'est déjà dans les années 60. Le sommet d'Addis Abeba avait déjà recommandé ça. 61. Mais écoutez, ça n'a jamais été d'application. Et aujourd'hui, le président arrive. Lui qui tient son pouvoir de la thématique peuple d'abord. Il dit, voilà, il y a un problème réel. Il y a trop de déperdition scolaire. À cause véritablement des moyens qu'il faut donner et que beaucoup de gens sont restés véritablement comme des analphabètes. Il faut commencer. Les gens disent, c'est un discours populiste. Mais arrêtez des conneries. Quel populisme? Que de se conformer à la Constitution. Pourquoi la classe politique fonctionne comme des pseudo-chercheurs politisés? Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et la meilleure façon d'aider le président de la République, c'est de construire cette dynamique systémique autour de la mobilisation des ressources. Et on venait véritablement de le démontrer ici, qu'il y a des entités qui génèrent des ressources dont on ne voit pas. Mais si on peut drainer tous ces moyens-là, 2,5 milliards, ça représente quoi? 2,5 milliards pour un grand pays, avec autant de potentialités.
Je viens de l'intérieur. Vous savez que le président Tshisekedi, non seulement l'enseignement, j'ai discuté avec certains administrateurs du territoire. Ça fait une dizaine d'années, maman. Ils n'ont même pas aucune subvention. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir 10 000 $ chaque mois. Les moyens de mobilité. Les agents de sécurité, les agents de techniques qui sont dans les communes, etc. devront avoir des subventions. Mais est-ce que le président est un magicien? Ah, mais non. Il faut que quelque part, quelqu'un qui a Kasumbalesa, là où on fait entrer de l'argent, puisse aussi avoir la même vocation. Et si il s'enivre avec l'argent de l'État et que l'agence de renseignement, qui était l'agence d'intelligence, qui est sur place à Kasumbalesa, donne de l'information à qui les droits, notamment les juges, etc., les cours et tribunaux, pour que véritablement on puisse les dissuader. Si à chaque niveau d'atterrissage, les différents services de dissuasion peuvent être en interaction dynamique et monter un système de surveillance mutuelle, on va mobiliser des ressources et ces ressources devraient être affectées de manière juste et équitable dans les différents secteurs de la vie nationale, y compris l'enseignement. Donc ce n'est pas une décision populiste de se conformer à la Constitution. On verra quelle proportion ça va nous donner. Mais il faut commencer. Certes, il y a des écoles qui aujourd'hui ont reçu des subventions. Il y en a ceux qui garderont, bien entendu, compte tenu, c'est pas du trésor. Mais on verra. Il faut donc de la volonté avant véritablement de rester dans les incantations. Oui, volonté, c'est le mot que j'entends beaucoup ici, mais nous voulons vraiment, parce que ceux qui nous suivent là veulent avoir des réponses vraiment concrètes et vous les donner, soyez-en sûrs. Mais je voudrais savoir maintenant une réponse vraiment concrète qui va par les chiffres. Combien faut-il exactement pour garantir la gratuité de l'enseignement à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Il y a eu un forum il n'y a pas longtemps sur l'éducation voilà, et puis cette question de la gratuité. Et le chiffre que moi j'ai vu qu'ils ont fait dans leur rapport liminaire que j'ai parcouru, c'est 2,900 milliards de dollars qu'il faut. Effectivement, c'est énorme, compte tenu de notre budget qui est vraiment maigre. Mais comme l'a dit M. Yamba Yamba, à tous les niveaux, s'il y a cette volonté de mobiliser les ressources, si les services compétents peuvent justement arrêter l'hémorragie. Parfois, on appelle cette hémorragie le sointage ou le coulage. Oui, mais quand ça sointe, là, on sait ce que ça fait. Hein. Voilà, des recettes, eh bien, on va y arriver. Et mettons en place des mécanismes pour justement détecter ce genre de coulage, mettre fin à ça et sanctionner ceux qui sont coupables de cela. Et vous nous direz à nouveau que c'est encore le mot de volonté qui revient, mais c'est réellement c'est la réalité. Mais là où je suis confiante, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a cette, je dirais plus que volonté, cette rage de la part du chef de l'État de réaliser, d'améliorer ce social-là. Et regardez ces descentes quand il est allé au camp Tchachi, ces écoles réhabilitées, etc. Des enfants qui, pendant des années... Il y a quelqu'un qui a commenté sur la toile pour dire que, par exemple, oui, ça sont les écoles, mais pour dire, toujours dans cet esprit de volonté, pour dire qu'avec le président de la République, Makala ressemble au Pullman maintenant. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Mais aussi. Voilà, mais c'est le souci aussi d'améliorer dans différents secteurs. C'est pas parce qu'on a commis un délit, qu'on est jeté en prison, qu'on doit habiter dans une chambre infestée de rats, où il n'y a pas de sanitaire, etc. Donc, il faut aussi améliorer les prisons. La tâche est titanesque. Et c'est là où je reviens à ce que le Premier ministre disait, à chacun de nous d'être ce changement-là que nous voulons. Je reviens à ce que le chef de l'État a dit, que chacun de nous devons nous impliquer pour que ce changement vraiment devienne une réalité. Voilà. Maître Bondo, la gratuité de l'enseignement, est-ce que ça n'aura pas de l'enseignement dans les écoles publiques, ça n'aura pas des effets, on va dire, des effets positifs ou négatifs sur les écoles privées? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les écoles privées, il y en a légion dans notre pays. Dans tous les pays du monde, des pays sérieux, le bon enseignement, c'est l'enseignement public. Les privés viennent peut-être pour rabibocher quelque part, mais c'est l'enseignement public qui est un enseignement de qualité dans tous les pays du monde. Et je crois que ce que le président a comme vision, qui est la volonté
du peuple congolais au référendum lorsque elle a adopté la Constitution en 2006, c'est pour dire qu'il faut un enseignement de qualité, mais qui est gratuit. Et cet enseignement-là, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, madame, nous parlons de la volonté, mais la volonté a comme sœur siamoise la conscience. C'est-à-dire que les dirigeants aujourd'hui ont la conscience de bien faire. Soyons utiles et faire ce que Jésus disait dans la Bible, être le serviteur inutile, qui n'a qu'à remplir son devoir sans attendre une récompense. Et la seule récompense, c'est le fait d'avoir bien rempli son devoir. Par exemple, ce que vous faites, vous serez totalement satisfaite qu'on vous dise à la sortie de cette émission que vous aviez bien animé. Voilà, c'est cette satisfaction-là qui est votre récompense. Mais les gens doivent changer de mentalité pour dire on m'a assigné un devoir, il faut le remplir. Voilà. Avec conscience. Et a-t-on espoir, là c'est la dernière question pour clôturer le sujet de la gratuité, a-t-on espoir que cette gratuité-là puisse, bon je vous la pose à vous, a-t-on espoir qu'un jour cette gratuité... a l'habitude d'être très... Oui, justement, prolixe, mais hein? oui, voilà, mais nous pourrons aussi après le temps. Donc, je voudrais savoir, est-ce que cette gratuité-là, un jour, on peut espérer la voir s'étendre jusque aux études, disons, aux classes des humanités ou bien aussi jusqu'à l'université, c'est possible? C'est le rôle du gouvernement d'alléger la situation de ses concitoyens. Tous les combats, c'est celui-là. À quelque niveau que ce soit, mais il faut y aller graduellement avec les moyens disponibles, etc. Si demain, nous, quand on était à l'université, on avait la bourse, on nous payait. Oui, vous imaginez, on avait la restauration, on avait les transports, etc. Mais c'est ça que les écoles privées aussi font aujourd'hui on va dire, pour faire adhérer plusieurs élèves dans leur... Maintenant, la seule inquiétude dont les gens disposent aujourd'hui, c'est mais que deviendront les écoles privées? Ah non, il n'y a pas de panique. Parce que dans toute société, il existe ce qu'on appelle le public et le privé. Le public fait tout pour assumer véritablement son leadership dans le public. Mais lorsqu'on est privé et qu'on s'engage dans une direction, il faut améliorer la qualité. C'est cette qualité qui va susciter l'intérêt. Et puis il faut reconnaître qu'il y a des normes standardisées au niveau de l'UNESCO. Ce n'est pas parce qu'on est une école publique et que vous devez recevoir tout le monde. Non. Lorsqu'il s'agit d'une classe de 50 personnes, on ne peut pas aller à 100. Ah non. Parce que toutes ces normes-là doivent être... Alors maintenant, le reste peuvent aller en privé, encore qu'au niveau de privé, qu'on améliore les conditions, etc. Et qu'on joue aussi, pas comme aujourd'hui. Vous avez une école qui vous coûte 12 000 $. Et lorsque vous regardez, par exemple, à la différence d'une école catholique qui coûte 400 $, mais il n'y a pas de différence. Non. Et donc, on a besoin, de susciter cet intérêt, d'aider, encore que demain, de la même manière qu'on est en train de diminuer, de vouloir supporter les enfants au niveau de l'école, l'éducation de base, et bien, on va également jouer sur créer la construction d'autres écoles. C'est très important parce que les écoles qui existent ne sont pas à l'état final. Non, il y aura des endroits qui véritablement, il faut davantage construire les écoles. Ça va permettre le décongestionnement, des élèves véritablement dans ces écoles-là. Mais ça va susciter aussi les privés de sortir de leur carcan. Parce qu'il n'y a pas d'inspecteur, parce qu'il n'y a personne pour contrôler, le terrain devient fertile, les graines pourries germent, et on met en place des enseignements où les enfants n'ont pas véritablement la grande qualité, mais on soutient beaucoup d'argent. C'est maintenant ou jamais les privés. Quand on s'engage, il faut avoir le moyen pour améliorer. Et tous ces aventuriers qui véritablement se lancent dans cette aventure-là vont fermer leurs écoles. Et voilà, ça c'est le dernier mot que nous allons retenir pour ce sujet-là. Nous allons passer au troisième sujet d'actualité, madame. Ce sujet qui fâche, ce sujet qui énerve, ce sujet qui fait très mal. C'est la xénophobie en Afrique du Sud. Alors ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui est à la base de cette xénophobie-là? Je voudrais juste... moi je dirais, pas mal d'analyses ont été faites. C'est qu'en Afrique du Sud, comme dans beaucoup de pays, quand les choses vont mal, le social va mal, quand il y a le chômage, quand on ne mange pas à sa faim, etc., on pointe du doigt l'étranger. Et en Afrique du Sud, effectivement, ils sont sortis du système apartheid, il y avait un grand espoir. Eh bien, cet espoir, au bout de plusieurs années, a donné le résultat que nous voyons, c'est que les Noirs continuent à vivre dans la pauvreté,
dans le chômage, un taux de chômage à 30%, etc. Donc, et ils voient à côté des étrangers qui, eux, sont cascadeurs, débrouillards. Surtout que l'étranger, c'est que d'où il vient. Il y a une famille qui attend des résultats de lui. Et pourquoi j'ai quitté mon pays? Ils arrivent là-bas. J'ai vu des documentaires des étrangers dire, bon, moi je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un emploi en fonction de mon expertise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un restaurant. Un qui monte une chaîne de taxi, une qui monte un salon de coiffure. Et ils sont rémunérés. Mais les Africains du Sud, pour beaucoup, de Noirs, sont sortis de ce système d'apartheid où ils étaient absolument opprimés, et avec une mentalité d'opprimés, et avec malheureusement pas ce courage de s'en sortir. Donc ils ont gardé cette même mentalité-là. Mais je dirais que moi, ce que je regrette énormément, c'est que quand j'ai appris tous ces incidents, qui font suite aux incidents de 2009, de 2015. Oui, parce que ça devient récurrent. Récurrent. Je me suis rappelé que moi, dans les années 80, étudiante à Paris, moi, j'ai fait des marches contre l'apartheid. Moi, j'ai participé au mouvement de boycott contre l'apartheid. Et c'était des petites actions par rapport, par exemple, au pays qu'on a appelé de la ligne de front, le Zimbabwe, le Lesotho, etc., qui ont eu à aider l'Afrique du Sud, et maintenant ils sont payés en monnaie de singe. Mais je rajouterais ce qui est vraiment regrettable, c'est de voir que les leaders sud-africains, y compris le président Cyril Ramaphosa, ne sont pas assez énergiques pour condamner. Il a mis 3 jours pour condamner, et puis ils sont timides. Ils laissent il y a un officiel sud-africain qui, sur une chaîne de télévision, a quand même laissé insinuer que à cause des étrangers, les Sud-Africains, etc. Donc on peut se dire que quelque part c'est le peuple qui est mis au front pour pouvoir donner la pensée des dirigeants. Ils ne veulent pas utiliser le terme de xénophobie, ces leaders sud-africains. Ils parlent de criminalité, etc. Or, ce qu'on a vu est absolument inacceptable. Plus que criminel. Voilà. Brûler les gens, couper les gens à la machette. Non, c'est inqualifiable de voir des Africains contre d'autres Africains. Et c'est là où je chuterai en disant, je souhaiterais que notre gouvernement soit beaucoup plus, justement, condamne avec beaucoup plus d'énergie. Le chef de l'État l'a fait, oui, mais je pense que la prochaine étape aurait été de faire appeler l'ambassadeur sud-africain aux affaires étrangères, de rappeler notre ambassadeur en Afrique du Sud, et non, comme le Premier ministre a annoncé la visite de notre ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Nous devons absolument être énergiques sur cette question, rallier les autres pays africains pour dire que c'est absolument inacceptable ce qui se passe en Afrique du Sud. Alors, Maître Bondo, faut-il parler de xénophobie ou de haine contre les Africains noirs vivant en Afrique du Sud? Parce qu'on dit que cela se passe que dans les quartiers où il y a des Noirs. Mais dans les quartiers où il y a des Blancs, on ne sent pas ce mouvement-là tellement. Ces incidents-là n'ont pas lieu. Oui, ils ne protestent pas contre les Blancs. Au fait, madame, c'est inqualifiable. Parce que l'Afrique du Sud, sa libération est le produit de notre combat à tous. Oui, oui. C'est la résultante de tout ce que le président Mobutu a mené comme combat. C'est-à-dire, à travers Mobutu, notre pays, la RDC. Et pour preuve, aussitôt libéré, Mandela sera reçu dans une villa de Mobutu à Goma. Il est venu faire quoi? Il est venu dire merci à Mobutu. Parce que notre pays a été à l'ONU prononcer un discours virulent contre ceux qui maltraitaient nos frères africains en Afrique du Sud. Mais ces gens-là, pourquoi ils en sont arrivés là? C'est parce que les nouveaux dirigeants, surtout depuis Zuma, ont creusé la pauvreté. Voilà. Et la misère est venue chasser la pauvreté conviviale. Avec cette conséquence qu'aujourd'hui,
tous ceux qui sont venus d'ailleurs, tous les migrants qui suent jour et nuit, qui travaillent, qui sont à la brèche pour travailler et survivre, ces gens-là, les nationaux, croient qu'on est venu leur voler leur trésor. Et pourquoi? Parce que les grands responsables, les grands dirigeants ont fait des folies. C'est comme nous. Lorsque Mobutu arrive en 65, il trouve notre balance des paiements excédentaire. Un matelas de devises fou à la Banque centrale. Ils se sont amusés, c'était la jouissance. Et finalement, vers les années 80, la crise s'est installée chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, avec la parenthèse criminelle de l'AFDEL jusqu'en 2010, jusqu'au 24 janvier 2019. Donc cette parenthèse, il faut la fermer hermétiquement pour que nous puissions nous redonner espoir. Et l'Afrique du Sud ne peut se redonner espoir que si les dirigeants sont conscients de la gravité de la situation, mais éduquer la population est importante. Pourquoi? Parce que la population sud-africaine, lorsqu'on met fin à l'apartheid sous Mandela, ces gens n'ont pas fréquenté les écoles. Voilà. La majorité n'a pas étudié. Alors, l'humanisme là, le sens de Ubuntu dont ils parlent, et l'expertise aussi, ils n'ont pas. Oui, et l'expertise qu'ils n'ont pas, ces gens croient que les autres viennent voler chez eux et ça suscite des jalousies et de haine. Et c'est pour cela qu'on arrive à des déraillements ou des déviances pareilles. Et je poserai la dernière question à M. Norbert. Et si ces actes xénophobes persistent en Afrique du Sud, quels sont les corollaires ou les conséquences à éviter en Afrique? Voilà, question pertinente. Question pertinente, madame, parce que lorsqu'il y a un problème, il faut savoir gérer, mettre au frigo toutes les émotions toxiques pour ne pas chercher d'autres solutions qui ne correspondent pas à la réalité. Imaginez-vous, on est à 3 ici, on est à 4, il y a la guerre. Je pense que la première chose, si Maître Bondo a son fils, il sauvera son fils. Et lorsqu'il va sortir, il laissera maman gère. Oui, ça c'est sûr. Avant de s'occuper de moi, surtout moi, il ne s'occupera pas de moi. Et il va partir avec son fils. Ça sera d'abord les fils, ensuite la femme. Lorsqu'on gère l'abondance dans l'insuffisance, il y a des réactions. Il y a des réactions. Je vous ai dit qu'en Afrique, il y a 5 régions, 5 locomotives. L'Afrique du Sud, et maman l'a dit, c'est une puissance économique, mais qui n'a que 390 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. L'Afrique du Sud a réussi à sortir de la pauvreté 70%. Il y a 30% qui sont dans les Batustans, qui sont dans les taudis, qui sont les reliquats de l'apartheid, et qu'il faut véritablement s'en occuper. Maître Bondo a fait une démonstration sur leur niveau intellectuel. Et alors maintenant, ils arrivent au pouvoir. Mandela, au moins, il n'était pas dans l'euphorie de jouissance. Et le reste, on a vu, ils sont dans les commerces, dans le business, etc. Ils ont oublié des préoccupations pour leurs concitoyens. Entre-temps, on attend, ça ne vient pas. Ils n'ont qu'un seul discours. Si ça ne vient pas, parce qu'effectivement, les gens viennent prendre votre travail. Comme nos politiques vont dans leur village et dire que non, si vous voyez les allotones, ceux qui ne sont pas d'ici, c'est comme ça, c'est qu'ils volent tout pour que nous puissions pas vivre comme ça. Aujourd'hui, les Congolais, ils sont 700 000 personnes en Afrique du Sud. C'est énorme. C'est plus que la Guinée équatoriale. 700, c'est plus. Le Congolais est partout, en fait. C'est pas 70 000, non. Non, 700 000. Oh là là. C'est la communauté la plus élevée du monde, ce qui se trouve en Afrique du Sud. Et donc, on est dans cette situation-là. Alors, tous les médecins, tous ces les petits. Alors, aujourd'hui, parce que mon fils m'a appelé, j'ai des enfants en Afrique du Sud. Ils sont dans les chambres aujourd'hui, en train de se cacher. Les systèmes de coopération, ce qu'on appelle le petit job, le vigile, ce sont des étrangers. Ces gens-là ne trouvent rien. Madame, vous connaissez un peu l'Europe. Aujourd'hui,
avec l'industrialisation, les migrations, etc., il y a une différence entre les Africains et les gens qui viennent de l'Europe de l'Est. On préfère donner leurs frères que donner véritablement aux Africains. Ça crée la zizanie. Et surtout que les dirigeants ne sont pas à mesure de donner des solutions aux problèmes de leurs concitoyens. Et donc, ils tombent dans la facilité, dans la simplicité pour dire, à une question complexe, on donne une solution simple. C'est ça la situation. Et nos pays, nous avons connu des régimes où les concitoyens ne sont pas préoccupés. Si aujourd'hui on a créé des richesses, si aujourd'hui on a créé de l'emploi, chaque Congolais trouvera son compte, il a son travail, il n'y a pas besoin véritablement d'aller faire le petit job en Afrique du Sud. Parce que là, vous pouvez faire pendant plusieurs années, vous ne réussissez pas. C'est cela. Et donc, moi, je trouve la solution, parce que vous l'avez posé, il faut créer les États-Unis d'Afrique. Nous avons été divisés sur base d'une carte mal dessinée à Berlin, en 1885. On nous a saucissonnés. Mais ils ont mis en place ce qu'on appelle des roitelins dans nos pays. Et ils savent robotiser ce roitelin. Et ce roitelin refuse parce qu'ils sont habitués à marcher en des cortèges pour que l'Afrique soit réunie. Je salue mon président là où il est, panafricaniste de son État, en acceptant de créer la zone de libre-échange. Nous sommes en train véritablement de renforcer l'unité africaine pour que demain, nous puissions matérialiser le projet de perte de l'indépendance. Il faut créer les États-Unis d'Afrique. Si les Africains étaient ensemble, comment allons-nous aller plairer, par exemple, à l'Union européenne pour toucher 50 millions? Vous allez en Algérie, vous trouvez 180 milliards de dollars de réserves. Je pense qu'on aurait créé une caisse de péréquation pour construire une dynamique équilibrée en Afrique. Mais alors, tant qu'on bloque, on bloque, simplement parce qu'il y a un système qui a été monté en 1963, ce qu'on appelle le groupe de Morovia, qui était téléguidé véritablement par les Occidentaux. Ce système continue véritablement à avoir des réflexions jusqu'à aujourd'hui. Il faut couper ces cordons ombilicaux, il faut aller dans la direction de mettre en place des grands projets intégrateurs et créer les États-Unis d'Afrique. C'est une solution, maman. C'est une solution. En Afrique, il y a des perspectives. Au mot de la fin aussi, je vais... une solution à long terme. Voilà, je vais... Oui, mais entre-temps, mais c'est justement des projets intégrateurs. Regardez. Et puis la zone, c'est bien de libre-échange, mais nous produisons quoi? Oui, nous devons produire. L'année prochaine, on va être envahi par tous ces voisins qui vont nous vendre leurs biens. Au lieu qu'on prenne de l'argent pour aller acheter des maisons aux États-Unis. Mettons une pause. On va, cette zone, ok, mais pas maintenant. On attendra dans deux Et madame, votre mot de la fin, c'est quoi? Il faut y aller, madame. Voilà, le mot de la fin de madame. L'Afrique le sujet est vaste. On aura une autre émission pour en débattre, puisque l'actualité est toujours en cours. Et le départ, c'est... Le point de départ, c'est la RDC. Et la RDC a 4 éléments de souveraineté qui n'existent nulle part. Je recentre la question. Voilà. Madame va dire son mot de la fin. Maître a dit l'Afrique attend beaucoup de cette zone. Moi, je dis, pensons d'abord à nous, Congolais. Oui. Le peuple d'abord, c'est ça. Le peuple d'abord, c'est s'occuper. Et puis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le peuple d'abord, c'est éduquer nos enfants. Comme on a dit, enseignement gratuit, oui. Et vous avez posé la question, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Oui, le secondaire aussi. Maître Bondo disait, dans tous les pays du monde, l'école publique est mieux. Non, je le contredis sur ce point-là. Aux États-Unis, il y a un débat sur une éducation à 2 vitesses. Les privés sont mieux aux États-Unis que les... Mais nous, on doit justement... Pour chaque sujet, bien sûr, on va signer des traités, des accords, mais chaque fois, pour chaque contrat signé, il faut se poser la question, où est l'intérêt du Congolais? Qu'est-ce que les Congolais gagnent? Si nous changeons à ce niveau-là de mentalité, eh bien, nous aurons déjà fait un pas. Et nous avons parlé de corruption, oui, mais il ne faut pas oublier qu'au sommet, hein, la plus haute cour juridiction dans notre pays a montré lamentablement comment elle est corrompue. Donc voilà, madame, le sujet mal était énorme. Vous reviendrez sur ce plateau. Voilà, et on en débattra. Plein de challenges à chacun de nous, et il y a des expertises, il y a des intelligences. Regardez M. Yamba Yamba, regardez... oui, M. Bondo, vers qui je me tourne, Maître Bondo, vers qui je me tourne pour son mot de la fin. Le mot de la fin, madame, c'est que nous avons un nouveau pouvoir. C'est une nouvelle démarche. Comme toute nouvelle pensée,
elle commence toujours par être erratique pour certains. C'est pour une hérésie pour certains. Hérétique, voudrais-je dire. C'est pour dire que aujourd'hui, nous attendons du peuple congolais, comme l'a dit le président, le sens du devoir, la responsabilité ou la redevabilité pour que ceux à qui on a confié le mandat public travaillent pas pour eux seulement, mais pour l'intérêt général. Voilà. Donc, c'est vrai. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, voilà, je me tourne vers vous. Un mot, un mot. Un mot, voilà. Non, je voudrais vraiment Bon, dites une phrase. remercier mes co-débatteurs que je connais. Coup de chapeau à PIC TV d'avoir fait cette sélection. Sincèrement, on comprend qu'on est en train de construire une dynamique de qualité. Et nous avons passé un temps, certes, il y a eu gestion des contradictions, mais il y a une ville commune, c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté. Et la pauvreté passe par la responsabilisation de tout un chacun de nous. Fait-il le huissier? Il faut que chacun de nous, même le paysan qui est au village, au lieu de chanter, de crier, de boire l'alcool, d'aller à la forêt et ramener la nourriture. Et si nous comprenons que nous sommes en retard simplement parce que nous n'avons pas été plus responsables, je crois que chacun devra véritablement s'embarquer dans la boussole du président de la République pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et voilà, donc moi je vous remercie à vous d'être venus. En tout cas, je pense que le peuple congolais, tous à la maison, ont suivi ce débat. Et il en est ressorti, il faut dire quelque chose vraiment de bien. Alors c'est la fin de l'émission, à la prochaine. Merci. Merci.